Alors, merci à tous de nous avoir rejoints ou d'être restés. Comme on l'a dit pendant cette AG, vous avez vu que l'année a été complexe. Elle a été complexe pour les distributeurs, elle a été complexe pour les transformateurs et encore plus pour les filières bio. Et on a donc voulu inscrire ce débat avec nos producteurs pour avoir une vision aussi de leur ressenti et de leurs difficultés sur l'année. À court terme, je le disais pendant la présentation, on a quand même quelques signaux plutôt encourageants. Certaines reprises légères du marché. Alors nous, on est peut-être le premier signal. Derrière, on sait que l'impact sur les filières est bien plus long et que tout ce qu'on risque de perdre avec une bio en difficulté sur les filières mettra des années à se reconstruire, d'où l'intérêt et d'où des enjeux. Face à cette difficulté, moi je retiens un point très positif, c'est qu'en fait le monde de la bio, qui était parfois pas très uni, s'est un peu uni, et que là il y a eu des initiatives importantes entre les initiatives qu'on a prises par exemple en magasin avec des pétitions Stop Mépris Bio, avec la Maison de la Bio, avec le SINA Bio, avec les syndicats, où il y a des poids qui a été donné, et on a quand même vu des aides promises lors du salon de l'agriculture qui étaient de 10 millions, tout d'un coup passé à 60. Alors vous me direz que 60 c'est un tout petit geste, mais il faut voir peut-être le verre un peu plus rempli que vide, on va dire. En tous les cas, on a nous des signaux de confiance de nos clients sur la bio, et on a surtout envie d'être combatif et positif, et c'est pour ça qu'on a organisé ce débat et laissé nos producteurs avec Marie-Aimée discuter et ambitionner justement de défendre cette bio. Merci Frédéric et merci à vous tous d'être restés pour cette table ronde. Merci aussi au FENOU pour le buffet. J'espère que vous avez eu le temps de manger et de boire. On va débattre pendant 1 heure et puis après vous pourrez poser des questions. Et pour les questions, il y a des post-it qui seront à votre disposition. Alors on vous demande d'écrire vos questions sur ces post-it. Frédéric fera la synthèse et posera les questions après cette table ronde. N'hésitez pas à les poser vos questions, elles sont importantes. Alors ce soir, nous allons ensemble, je crois que c'est important de dire ensemble, nous allons réfléchir sur la nécessité ou non de manger bio. Faut-il ou non manger bio? Alors le bio, 3 lettres qui, à mon sens, vont au-delà du simple contenu de nos assiettes. 2 études menées par Interabio et par l'agence Bio. J'ai oublié de vous dire que je suis membre de la SIAP. Excusez-moi. La coopérative d'installation en agriculture paysanne. Toutes mes excuses. Donc 2 études qui ont été menées par Interbio et l'agence Bio, une agence qui a été fondée par Lionel Jospin il y a 20 ans, montrent qu'il y a des freins constants du côté du consommateur pour acheter bio. Le premier frein, c'est le prix. Le deuxième frein, c'est le doute sur la qualité réelle du bio. Et alors le troisième frein, j'espère messieurs que vous allez vous expliquer ce que ça veut dire, ça m'a fait un peu rigoler, c'est un manque de désirabilité du produit bio. Alors je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, mais bon voilà, toujours est-il que ça fait partie de ces études. Alors, à mon avis, si le problème du consommateur, de la consommation bio, se limitait à ces 3 freins, je pense que le problème serait résolu assez rapidement. Je crois qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos du consommateur, car tout est fait pour qu'il se détourne du bio. Et ça, c'est un avis personnel. Alors, je pense qu'il y a d'autres facteurs. Il y a tout d'abord un facteur politique. Un exemple, le 23 mai dernier, par 214 voix contre 126, les sénateurs ont approuvé une loi intitulée « Un choc de compétitivité en faveur de la ferme France ». Alors cette loi propose que le ministre de l'Agriculture puisse, par un arrêté motivé, suspendre, c'est entre guillemets, suspendre le retrait d'un produit phytosanitaire décidé par l'ANSES. Pour le magazine en ligne Reporter, le Sénat approuve une régression environnementale. Deuxième facteur, à mon sens, lobbying. Il y a 11 000 lobbyistes à Bruxelles pour 751 députés européens. Le lobbying, selon Gilles Luneau, qui est journaliste, qui a travaillé longtemps au Nouvel Observateur, qui était très proche de la Confédération paysanne, Gilles Luneau a travaillé avec un chercheur du CNRS, dont j'ai amené le livre, il s'appelle Daniel Benhamouzig,
Et donc, selon ces deux personnes, le lobbying, et ça je crois que c'est fondamental pour nous, est une fabrique de l'ignorance pour le consommateur. Et pour moi, troisième élément auquel je tiens beaucoup, c'est l'information qui est menacée. Morgane Large, qui est journaliste, qui était, peut-être qu'elle va arrêter son métier, journaliste en Bretagne, a 2 fois eu les roues de sa voiture déboulonnée. Même chose pour un inspecteur du travail du Finistère. Cela s'appelle, à mon avis, de la tentative d'assassinat. Ces personnes n'ont pas été soutenues ni par les préfets, ni par les forces de l'ordre. Donc, notre question du jour, messieurs, vous allez avoir du boulot, est donc de savoir pourquoi et pourquoi il faut ou non consommer bio. D'abord, je suis Olivier Lebert, je suis producteur de lait sur le secteur du Grand Lucé, dans le sud Sarthe. Il y a 2 associés, un système herbagé qui est un séchoir en grange, un système herbe extensif depuis 1998 et en bio depuis 2010, donc conversion terminée. Avec un atelier de transformation à la ferme sur lequel nous transformons un tiers de notre lait en fromage et qui est vendu chez Biocop depuis maintenant déjà 10 ans, 2013 à mon avis, donc ça doit faire 10 ans. Et en plus de ça, tu es aussi... Alors, je vais dire, à côté de ça, moi, je me suis engagé dès le départ dans l'accompagnement du développement agricole. C'est vraiment par les groupes de développement, par la formation que je me suis engagé. Et aujourd'hui, je suis président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe. Je suis référent, je suis premier vice-président régional. Je suis en charge de la bio pour la région. Je suis en charge de la formation. Je suis en charge des groupes. Et je suis président du pôle innovation, recherche et développement, notamment des 5 fermes expérimentales des Pays de la Loire, dont 2 sont en bio. Dans le champ d'agriculture. Voilà, donc je suis membre d'Interbio. Tout à l'heure, on a cité Interbio. Je suis membre du bureau d'Interbio. Donc je côtoie tous les collèges, et dont Julien Aurin de chez Biocop, avec qui on travaille ensemble depuis maintenant au moins 6 ans. Je suis à Biocop, chez Interbio. Donc ce débat intercollège, inter-tendance, je suis très habitué et je trouve que c'est très enrichissant quand on peut débattre en se respectant. C'est pas faire le grand écart entre bio et président de la Chambre d'agriculture? Pour moi, c'est pas le grand écart, c'est le prolongement de tout ce que j'ai pu faire, c'est la reconnaissance de mes collègues. Je suis très impliqué sur mon territoire. Je pense que l'implication que je peux avoir, c'est aussi une influence autour de moi. C'est une forme d'échange et de compréhension. Les bios de demain sont des conventionnels d'aujourd'hui. C'est des gens qui sont intéressés à leur pratique, c'est des gens qui sont intéressés au bien-être de leurs animaux, à la réduction des charges des intrants extérieurs, quels qu'ils soient. Donc c'est une belle démarche et grâce à ça, peut-être qu'on a pu accompagner des conversions en bio depuis 5 à 6 ans aussi, au moment où tous les feux étaient ouverts pour tout le monde. Ok, merci. Brice, tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, bonsoir à tous. Donc Brice Bossier, moi je suis récemment installé à Ségris en tant que paysan brasseur. Je suis en train de reprendre, les reprises maintenant, je reprends la ferme de mes parents. Donc notre activité, essentiellement on cultive de l'orge qu'on va malter sur la ferme et qu'on va brasser ensuite. On décline de façon régulière 7 sortes de bières que vous retrouvez au Fenouil depuis de nombreuses années maintenant. Je ne sais pas, je dirais 20 ans peut-être plus, puisqu'elle est brassée depuis 98. Donc moi initialement j'avais pas du tout un parcours agricole, j'ai fait de la recherche en université et puis j'ai trouvé que j'avais un rôle assez impuissant sur la protection de l'environnement, les enjeux environnementaux qui nous touchent aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de rentrer sur la ferme et de préserver en fait ce que mes parents avaient fait pendant plus d'une vingtaine d'années en mettant en place ce système bio et développant un écosystème auquel je tenais beaucoup sur la ferme. Merci. Eric, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ton parcours à toi, qui est un long parcours, si je puis dire? Donc, Eric Caillot, donc je suis producteur de chèvres et de fromage avec Béatrice, et on travaille à 3, on est 5 à travailler, mais pour 3, l'équivalent de 3 temps complets sur 25 hectares. On a commencé un système très intensif sur 6 hectares. En même temps, j'étais militant Confédération Paysanne, et tout d'un coup, la cohérence du discours politique m'a fait gratter la tête, et j'ai dit comment on peut faire évoluer notre système. Donc on est passé d'un système herbagé
On s'est agrandi, il a fallu trouver du foncier, il a fallu faire des bâtiments, il a fallu tout changer, on a tout changé, et puis finalement on est passé à la bio, parce que c'était le moins pire des cahiers des charges. Et on se trouve très bien dans ce qu'on a fait, on est content de ce qu'on a fait, on a essayé de suivre les évolutions, c'est sans fin, il faut toujours se remettre en question. Là on arrive à de nouveaux enjeux très très puissants où on va être obligé de remettre tout en question, on va en parler ce soir, très profondément. Nous, on est sur la fin du parcours et on est dans une période très sympa puisqu'on est en train de transmettre notre ferme. On a trouvé un jeune couple qui change de boulot et qui reprend la ferme à partir de novembre. Donc, c'est le petit chèvre sartois que vous voyez dans les rayons du Fenouil depuis un petit bout de temps. Ouais. Merci, Eric. Alors, Ah oui, à la partie, oui, je suis membre de la SIAP, je suis président du CAP. C'est l'organisme de formation un peu d'accompagnement des agriculteurs qui veulent changer d'orientation technique sur leur ferme de la Confédération paysanne. Et je suis secrétaire de la Confédération paysanne. Voilà. Et j'ai été président du CIPLAM de la Sarthe. Alors, Eric, tu dis qu'il y a du boulot et je crois que la FNAB a annoncé ce matin dans un communiqué de presse un appel à une mobilisation générale parce que la dynamique de conversion en bio est en baisse. Donc voilà. Alors Benoît, toi tu travailles au Fenouil et tu peux te... Je ne suis pas producteur du coup. Non. Mais je suis en charge du coup des achats de produits frais et fruits et légumes pour les magasins du Fenouil. Donc j'achète notamment les bons fromages d'Olivier et d'Eric depuis 3 ans. Et puis surtout ingénieur agronome de formation. Donc j'ai un peu bifurqué vers le commerce durable responsable, mais du coup mon rôle ici aussi ça va être d'expliciter un peu, faire une aparté, un propos sur les labels. D'accord, on fera ça tout à l'heure. Alors bien sûr, on avait décidé de poser une question aux 3 producteurs, peut-être pas à toi Benoît. On voulait savoir comment vous alliez en ce moment dans vos exploitations respectives. Qu'est-ce qui commence? Olivier? On peut changer l'ordre si vous voulez, c'est très ouvert. Non, mais Eric vient de parler, c'est pour ça. Très bien. Non. Mais nous, sur l'exploitation, on est quand même un système qui est très très calé. La bio, elle est comme les autres, on a été aussi malmené par le dérèglement climatique. À un moment, quand on est éleveur et qu'on doit, je pense que c'est pareil pour Eric, quand on doit nourrir tous les hivers ses animaux, faire du stock, avoir exploitoire, je pense que notre première résilience, elle est là. Un système comme le nôtre qui a aujourd'hui 25 ans de système où on fait évoluer les choses, c'est vraiment notre première attente. Aujourd'hui, la bio, nous on est producteurs, on livre notre lait chez Biolay. Biolay, on sait tous, ils sont spécialisés de la bio. Ils ont depuis longtemps eu la politique de ramasser le lait, la bio partout et pour tous et partout. Donc c'est les premiers aussi qui aujourd'hui subissent cette baisse des marchés. Pour des gens comme nous qui finalement ont un système assez calé, ce tassement du prix ne va pas nous remettre en cause. Mais on a des jeunes agriculteurs dans notre secteur qui, avec une conversion dans ces dernières années, des problèmes de changement climatique, des problèmes de stockage de fourrage, un prix du lait qui n'était pas celui qu'ils attendaient, ont été plus fragilisés que nous peut l'être. La partie vente directe que j'appellerais, même si nous on ne fait pas énormément finalement de vente directe, c'est beaucoup de l'indirect, quand on la livre chez Biocops, dans beaucoup de restaurants gastronomiques, des lycées, des collèges. Finalement, c'est quelque chose que je pense que ça rejoint un peu les consommateurs historiques de chez Biocops, c'est-à-dire que c'est des clients assez résilients, assez fidèles, et donc on a, en dehors de l'impact Covid qui a bouleversé, fermé des restaurants, on est plutôt content du travail, du commerce entre guillemets qu'on fait avec notre fromage, et on est une équipe qui est plutôt... on est dans une période plutôt intéressante, et puis moi je ressens aussi une forme de frémissement. Je pense que j'ai rencontré le conseil d'administration de Biolay la semaine dernière, où oui, ils sont un petit peu dans le dur, mais on sent une forme quand même de reprise, avec une vraie interrogation, on l'abordera un autre. On est aussi en période de renouvellement de génération, alors dans toutes nos entreprises, mais dans le monde agricole aussi.
Et je pense que l'enjeu de garder les fermes qui sont en bio aujourd'hui, d'être retransmettre en bio, tu en as un exemple, tu viens de le vivre, Eric, c'est un enjeu à garder. Si on ne réussit pas, entre le frein des conversions que vous avez commencé à aborder, et peut-être demain des fermes bio qui ne le resteraient pas, eh bien on pourrait très très vite se dire, mais mince, a-t-on encore assez de producteurs bio en France, hein. L'enjeu, il est bien de aussi pouvoir nous-mêmes fournir nos consommateurs. Donc, si sur ma ferme, ça va plutôt bien, et on surveille tout, on est attentif, pas le droit à l'erreur. Et toi, Brice, la bière, elle monte en poupe un peu partout. Oui, voilà. Est-ce que dans la Sarthe, ça marche? Oui, tout à fait. Alors, de ce côté-là, moi, j'ai cette chance, c'est-à-dire que la bière, c'est pas un marché en berne, donc c'est très dynamique, voilà, mais au-delà de la bio. Donc, en fait, dans le tout, voilà, la bière, ça fonctionne très bien. Voilà, moi notamment, c'est pareil, j'ai pas mal été sur des marchés, des événements ces dernières années. J'ai fait pas mal d'animations pour expliquer un peu notre spécificité qui est de travailler l'orge qu'on produit et qu'on malte. Voilà, donc tout est fait sur la ferme de A à Z, et ça, c'est quelque chose qui a pas mal fidélisé nos consommateurs. Donc voilà, on est ravis de ce côté-là. Moi, je suis plutôt donc sur les enjeux classiques un peu de transmission maintenant, donc un matériel qui a été un petit peu poussé à bout par mes parents avant, puisqu'ils ne savaient pas nécessairement si j'allais reprendre ou pas, ou s'il y aurait quelqu'un à la suite. Moi qui ai envie d'investir un petit peu pour arriver à conserver les mêmes volumes, mais à dégager un petit peu plus de temps que ce que mes parents pouvaient éventuellement avoir. Et l'installation qui a quand même été assez longue, parce que c'est un processus assez long, administratif, un petit peu complexe. Moi, je n'avais pas non plus de diplôme agricole qui me permettait de m'installer avec les aides, donc j'ai dû faire tout ça, donc ça a été très long. Voilà, là, ça se fait, je suis installé depuis le 1er août, et donc ça se passe très bien, et on met tout ça en place. Ok, merci. Eric, ton état de santé à toi, et tu fais vite parce que le temps passe. On peut dire fatigue. Tout va bien, n'est-ce pas? C'est bon. Nous, on pense que on vend un peu moins. Bon, c'est une observation qu'on fait. J'écoute à droite à gauche les collègues qui sont maraîchers, producteurs de lait. Olivier, tu parlais de résilience et de la bio comme un outil pour aider à la résilience. On a accompagné beaucoup d'agriculteurs, notamment dans le cadre du CIVA, en leur disant, ben les gars, réduisez vos charges, essayez pas de produire plus, on arrête ce système-là de toujours plus, toujours plus, toujours plus. On va avoir des systèmes plus performants, plus résilients, qui consomment moins d'énergie, qui respectent la biodiversité et tout le bazar. Et vous verrez que vous en sortez mieux. Et effectivement, pendant un moment, ça en sortait mieux, sauf que quelques-uns dont je fais partie disaient, méfiez-vous. Vous n'échapperez pas à la machine qu'on a construite sur notre façon de consommer et d'être organisé. Les prix baisseront dans le bio, comme ils ont baissé partout. Et là, j'en appelle, donc, je viens sur mon truc de coffre, en tant que coffre. Je te prends la parole. On abordera tout à l'heure peut-être ce sujet-là, Ah, si je tu peux veux bien. Je peux pas parler. Tu anticipes. J'anticipe là. Tu Il ne anticipes. faudrait pas trop anticiper. Ah non, parce que tu bouleverses mon ordre du jour. Là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, pas trop de rectifier. Tout à l'heure, je parlais de... Résilience, c'est bio, attention. Oui. Je parlais de la fabrique de l'ignorance et la fabrique de la désinformation. Bon, il est vrai, Benoît, qu'on peut s'y perdre dans tous les logos. Donc, est-ce que c'est aussi un facteur qui fait qu'un consommateur potentiel se détourne parce qu'il ne sait pas où mettre les pieds, si je puis dire? Ouais. Du coup, je vais m'appuyer sur une slide. Donc, j'ai repris le travail de commerce équitable en France, qui a en fait classifié, segmenté, et puis comparé un certain nombre de labels. C'est des labels qui sont présentés ici, c'est une liste non exhaustive, c'est les plus populaires. Donc l'idée c'est de les catégoriser en 4 grands types. Vous avez les labels bio, label qualité, label équitable et puis les labels dits durables. Alors entre guillemets, qui ne sont pas les guillemets ici.
Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps sur cette première phase. On a parlé tout à l'heure à l'AG, donc Frédéric a mentionné le fait que cet écosystème de mentions valorisantes était de plus en plus présente, notamment en GMS, et participait en fait à noyer les messages forts de la bio. Donc on se rend compte, comme l'a dit Marie-Mé tout à l'heure, que c'était le deuxième frein à la consommation, une défiance et une méconnaissance du cahier des charges, donc qui est notamment dû au label dit durable. Donc dans les durables, on a ici la certification zéro résidu de pesticides, qui est portée par le collectif Nouveau Champ, qui est assez récent, hein, qui date de 2018. Et puis le label concurrent ici, qu'on a nommé, il manque bien sûr les guillemets, c'est le fameux HVE, haute valeur environnementale, sur lequel je vais m'attarder, en le comparant sur les grands principes avec le cahier des charges bio, le plus simplement possible. Ouais. Donc en fonction de plusieurs grands systèmes de mesures pour avoir un peu de recul sur le tableau. Alors tout d'abord, une approche sur un volet plutôt administratif, sur les dates de création notamment, qui est un premier indicateur. HVE lancé en 2011 par le CNCE, c'est la Commission nationale de la certification environnementale, qui est portée pour défendre cette certification-là. Et la bio qui était reconnue à l'échelle européenne en 91, en 81 en France. Donc déjà on peut constater que le HVE a bénéficié d'un marché qui était propice aux démarches environnementales, portées notamment par l'essor de la bio dans les années 2010. Et puis d'un autre côté, on a une certification bio qui est historique et qui du coup a un degré de maturité dans son cahier des charges qui est régulièrement révisé, qui permet aussi de mettre en place des pratiques qui vont plus loin, avec une approche systémique. Le deuxième point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est tout ce qui va être autour de l'audit et des fréquences de contrôle. Alors on a deux principes fondamentaux, avec la bio avec une notion de cahier des charges par type de production et par atelier, donc avec une obligation de moyens, un ensemble de pratiques qui vont être mis en amont et qu'on va auditer, qui va être audité par les organismes de contrôle, les plus connus, Ecocer, Certipac. Et puis on va avoir à côté de ça HVE, qui lui se base sur un système de notation par points, sachant qu'on peut avoir la certification des 10 points par grands items, je le détaillerai tout à l'heure rapidement. Et donc là on est plus sur une application typée de résultats. Donc l'auditeur vient à date et constate par du factuel ce qui est mis en place sur l'exploitation avec du concret mais pas forcément une approche systémique. A savoir qu'avant la révision du HVE, qui est récente, qui date je crois du 1er janvier 2023, on avait une fréquence de contrôle qui était de l'ordre de 3 ans, maintenant elle est passée à 18 mois, et puis contrairement à la bio c'est annuel avec 10% de contrôle inopiné. Et puis surtout 3 niveaux d'évaluation, sachant qu'il faut être validé le dernier niveau pour être certifié. Alors maintenant je vais rentrer dans quelques aspects du cahier des charges pour vous apporter du concret. Alors attention, ces deux certifications ne sont pas forcément comparables. Ici on essaie de les confronter sur des enjeux communs qui sont traités dans les deux systèmes, donc à la fois dans le cahier des charges pour la bio et dans la grille d'évaluation et de notation pour HVE, à prendre bien sûr avec le recul. Tout d'abord sur les enjeux de protection des cultures et des animaux. Alors, on peut aborder le point sur la stratégie phytosanitaire, à savoir que les pesticides de synthèse sont segmentés en plusieurs catégories. Donc par essence, le cahier des charges bio le bannit, je pense que tout le monde ici connaît cet aspect propre au bio. Tandis qu'HVE contraint uniquement l'utilisation de produits avérés toxiques, donc classés CMR1, cancérigènes, mutagènes et avec des effets nocifs sur la reproduction. Mais pas les CMR2, qui sont supposés toxiques, mais pour lesquels il nous manque encore de la documentation scientifique pour prouver leur innocuité. Et donc par essence, la bio va valoriser la lutte biologique, les auxiliaires de culture, le travail du sol et puis les recours à certains pièges. Ça amène aussi à traiter, du coup, à aborder la notion de rotation des cultures, qui fait aussi partie fondamentalement de la bio, avec notamment une obligation, un seuil de contrainte pour les cultures légumières, à un minimum 3 cultures dans le cycle de rotation différentes. Aucune contrainte pour HVE, mais une valorisation de la couverture végétale. Alors j'ai renseigné les points possibles en fait, pour chaque item, pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, en HVE, on atteint rapidement le seuil des 10 points pour bénéficier de la certification. Donc ça vous donne un ordre d'idée aussi. Un autre item qui n'apparaît pas explicitement dans HVE sur la salle de notation du moins, c'est tout ce qui va référer au bien-être animal, qui est traité dans le cahier des charges bio. Donc on peut notamment citer, la liste non exhaustive, l'interdiction d'isolement des animaux, de mutilation,
l'allaitement au lait naturel et l'absence de recours aux calmants allopathiques. J'ai mis en troisième colonne, vous avez dû en percevoir, des spécificités chez Biocop, puisque Biocop s'appuie sur le cahier des charges bio et va plus loin sur certains critères d'exigence. Biocop notamment valorise la taille des exploitations par élevage, notamment son système porcin et volaille de chair, avec une surface de bâti limitée. Et puis enfin, je vais m'attarder sur deux autres points qui sont sur la slide suivante, histoire de ne pas dépasser trop le temps. La fertilisation, ce qui est relatif aux intrants azotés, avec une interdiction ferme des engrais azotés minéraux, donc issus de l'industrie pétrochimique, extrêmement émettrice de gaz à effet de serre, en bio, mais il y a une valorisation des effluents d'élevage qui sont tout de même limitées, et une valorisation de ce fait des engrais verts, notamment les légumineuses. Alors, de ce point de vue-là, HVE valorise également la superficie, donc, le ratio des terres cultivées en légumineuses, l'apport aussi en matière organique, mais pas de limite sur les engrais azotés minéraux. Et puis enfin, une notion aussi fondamentale, puis je m'arrêterai sur ce dernier aspect, c'est la notion de lien au sol, qui n'est pas non plus explicitement abordée par HVE. Donc, par essence, le cahier des charges bio interdit les cultures en sol, donc vraiment une notion de planter, la notion d'utiliser la terre. Et puis pour les systèmes en production animale, on va avoir une limite en renforcement donc, sur l'accès au plein air avec un minimum de 50% d'espace extérieur découvert. Alors ça c'est assez récent, c'est la mise à jour de 2022 il me semble, je regarde Olivier qui saura sûrement mieux en parler. C'est pas encore appliqué partout parce que c'est un travail conséquent notamment en élevage en atelier porcin sur des espaces qui étaient que partiellement ouverts. Et puis une notion aussi importante, la notion d'autonomie alimentaire, donc le ratio d'aliments produits sur l'exploitation qui permet de nourrir les animaux. Et puis un sourcing territorial, donc la part d'alimentation qui vient de la région administrative. Alors chez Biocop, ces seuils d'autonomie alimentaire sont aussi supérieurs que des charges bio, donc il y a une garantie supplémentaire. Alors, au final, pour conclure sur cette comparaison, donc comme je l'ai dit, non exhaustive, on se rend compte. Ah non, je vais devoir crier. On se rend compte que la certification HVE est assez en réalité permissive. Elle valorise des actions mais n'a pas d'approche systémique concrètement à la bio. Alors on peut par contre souligner une approche sur la gestion des ressources, notamment la gestion de l'eau qui est un enjeu majeur pour les années à venir, notamment avec les limites une valorisation de systèmes d'irrigation qui n'est pas encore concrètement explicité dans le cahier des charges européen bio, il me semble. Et puis voilà, ça ouvre le débat sur ça. J'aurais une question à te poser, si tu veux bien. On a vu toutes ces diapos avec tous ces logos. Qui est-ce qui les établit? À quel niveau c'est établi? C'est au niveau gouvernemental, européen? Et est-ce qu'il y a un label qui prévaut sur les autres? Alors, on a quand même des approches différentes. Donc c'est pour ça que j'ai été classifié en 4 grandes catégories. Alors, il y a différents niveaux de lecture en effet. Donc la bio c'est européen. Après je vais parler des labels privés qui amènent une plus-value sur certains aspects. Donc soit il y a des seuils de contraintes qui sont supérieurs au cahier des charges, sachant que le cahier des charges européen reste la base. Soit on va avoir des aspects qui ne sont pas forcément abordés dans le cahier des charges bio, donc tout ce qui est notamment relatif à l'aspect social, donc la juste rémunération des producteurs, le développement aussi des filières, qui sont abordés notamment par les labels équitables, que vous devez connaître, notamment Fairtrade, qui est le plus connu, ou Bio Partenaire. Ça qui sont portés par des organismes privés. Ensuite, on a les labels typés de qualité qui vont plutôt valoriser des spécificités produits liés au terroir, sur une qualité supérieure sur produits finis. Parmi ceux-là, vous avez les fameuses AOP qui sont portées à l'échelle européenne et qui sont gérées à l'échelle nationale par l'INAO, qui est l'Institut national des organismes de contrôle. Et puis vous avez deux labels qui sont à l'échelle nationale et propres à la France, qui sont le bleu blanc et puis le label rouge. Et ensuite, sur le réseau zéro résidu de pesticides, c'est aussi un collectif de producteurs privés. Je pense avoir fait le tour. Je n'ai pas forcément envie d'aborder les labels liés à la pêche. Ok, merci. Dans tous ces labels, il y a une sacrée diversité. Oui. Mais dans le bio, il y a aussi la biodiversité. Brice, la biodiversité chez toi, elle se manifeste comment? Quelle est son importance? Je vais sur ce sujet. Oui, la biodiversité, donc ce qui est important
fait, quand on prend un espace naturel, c'est que la biodiversité, donc l'ensemble des espèces animales et végétales qui vont être dans le milieu vont contrôler la façon dont est recyclée la matière organique dans ce milieu. Donc au final, c'est le niveau de biodiversité dans un milieu qui va faire qu'un sol va être fertile, plus ou moins fertile, quoi. Donc quand on trouve un milieu naturel, généralement l'équilibre est déjà fait entre les espèces animales et végétales présentes. Et donc il est aussi fertile que possible. Voilà, l'équilibre a été trouvé. Nous, forcément, on arrive en tant qu'agriculteur, on veut faire une production, on va modifier cet équilibre. Et donc l'idée en bio, c'est qu'on va le modifier le moins possible. On va essayer de garder au maximum cette capacité du sol à rester fertile. Donc c'est là, par exemple, que l'interdiction des produits phytosanitaires va être très importante, puisqu'elle va permettre quand même de détruire beaucoup moins de micro-organismes dans le sol. Hein. Donc l'idée va être de conserver tous les êtres vivants qui sont déjà dans le milieu. Voilà, on a aussi beaucoup de conséquences quand on n'utilise pas ces produits sur la qualité de l'eau. Vous savez par exemple en Bretagne, vous avez des gros excès de nitrate dans l'eau, donc vous avez des développements d'algues, des surconsommations d'oxygène, après des eaux sans oxygène où la vie tend à disparaître par endroits. Donc, nous, l'idée en bio, c'est de préserver au maximum cette biodiversité des milieux dans lesquels on travaille, afin d'avoir un support le plus fertile possible et le plus favorable à la production qu'on va mettre en place. Voilà, je vais m'arrêter là, on peut en reparler après. Non, mais je vais poser plus de détails. Comment ça se passe quand on a un voisin qui n'est pas en bio, alors? Ah bah voilà, là on arrive sur les limites légales de ce qu'on peut faire. Donc la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est de faire une haie et d'essayer de ne pas faire les productions les plus critiques trop proches de son voisin, quoi. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Si vous voulez, c'est comme en ville. Si vous avez une maison, vous n'avez pas le droit de dire voilà, la personne voisine peut disposer de son arbre comme elle veut. Déjà, moi, l'idée, je trouve, c'est de faire bien chez soi. Et plus on est à se comporter de cette façon, plus l'ensemble va s'améliorer pour tous. Donc, voilà, il faut prendre les mesures qui sont possibles. Parfois, on peut pas faire grand-chose. Voilà. Essayer de le convaincre, mais souvent, ça se passe pas très bien. Donc, essayez plutôt de s'entendre. Et généralement, quand on s'entend bien, les choses finissent par évoluer d'elles-mêmes. Voilà. Je reprends ton micro parce que celui-là, il ne veut rien entendre. Oui, celui-là, il ne veut rien entendre. Donc, Éric, je vais passer la parole parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu avais été un des fondateurs de la Confédération paysanne dans la Sarthe. Est-ce que le bio est, oui ou non, une question de décision politique? Est-ce que vous, les syndicalistes, vous comptez sur les politiques? Quand on voit qu'au Sénat, on peut prendre une loi pour contourner l'ANSES, alors, oui, pardon. Bon, je ne sais pas si on peut franchement compter sur les politiques, mais il y a quand même des dispositifs qui ont été mis en place, notamment la politique agricole commune. On vient, je rebondis sur HVE, de voir un label national qui a été validé dans le cadre d'une politique agricole européenne, pour lequel les agriculteurs vont avoir autant d'aides que les bio. Bon. Il y a plus grave. La PAC vient d'être renégociée. On rentre dans une nouvelle. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que quelque chose va changer? Non. Absolument pas. Très vite, parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Il y a un nouveau système qui se met en place, le Green Deal ou je ne sais pas trop quoi. La Commission européenne a dit qu'il faut avancer là-dessus, il faut absolument que tout est bloqué. Tout est bloqué parce que nos camarades de FNSEA et du COPA au niveau européen, ils ne veulent pas que ça bouge. Donc je crois que ça ne va pas bouger. Sauf que la nouvelle, c'est que depuis 2000, alors je ne sais plus quoi, il ne faut pas dire de conneries, 2018, il y a une volonté de la Commission européenne de donner un peu plus de latitude aux États membres. Pas de grands changements sur le volet social et environnemental. Le budget est maintenu. Vraiment, il fallait garder le budget absolument. Donc,
c'est compliqué. Il y a un premier pilier de base, et puis un deuxième pilier qui est là un peu plus pour orienter l'agriculture. Donc on demande, nous, depuis très longtemps, 2 plafonnements des aides. On demande une reversion du premier pilier vers le deuxième pilier pour accompagner plus les agriculteurs vers autre chose. Mais rien ne bouge. Ce qui a bougé par contre, c'est qu'il y a chaque État, dans le cadre d'un plan national stratégique pour mettre en place une nouvelle agriculture, une nouvelle PAC, a créé un ensemble d'associations qui s'appelle Impacto. Et depuis, je me trompe sur les dates, là, il y a eu la possibilité d'intégrer des propositions citoyennes. Donc il y a le VBF, les Amis de la Terre, il y a plein d'associations qui ont bossé sur des propositions. Ce qu'il en sort, ben, c'est que des regrets. On ne retient rien. Et pour l'instant, rien ne va changer ou à la marge. Je fais toute une liste, mais je ne vais pas vous perdre là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous tous, citoyens, le prochain coup que ça va se mettre en place, le plan stratégique national, il va falloir nous aider. Parce qu'en face, il y a des grosses machines. Et eux, c'est l'agroalimentaire, c'est tout le système. Donc piloté par la FNSEA, et là je ne comprends pas qu'on ait un président de chambre FNSEA qui soutient cette agriculture-là, cette politique-là, qui va à l'encontre complètement de la bio, parce qu'on ne peut pas défendre 2 agricultures, une qui défait l'environnement, et là il y a urgence. Bon Dieu, il n'y a plus d'eau. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, le réchauffement climatique c'est de la rigolade. Non mais, là il faut se réveiller. C'est grave. On est en train de mettre un canardier à la sortie du Mans. Un canardier industriel, vous en avez peut-être entendu parler. On n'arrive pas à avoir de renseignements là-dessus. C'est d'une opacité pas possible. On va nourrir les pauvres, qu'on nous dit. Ça c'est sûr. Où ils vont les canards? En fait, les canards, ils vont de la restauration. Les gens se font de plus en plus livrer des trucs. C'est là où il faut du pas cher, du pas cher, du pas cher. L'agriculteur, depuis longtemps, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas d'argent dans son métier. Travailler les heures qu'on a, tous, qu'on soit bio ou pas bio. Et vous allez voir si vous allez le faire longtemps, ce métier-là. Il est magnifique, très honorable, on nourrit. Malheureusement, il y a 200 ans, les gens mettaient 3/4 de leur budget dans la bouffe. Aujourd'hui, c'est 2%. Le problème, c'est que cette augmentation de la productivité, et peut-être même du confort de travail, on peut aller jusque-là, elle est liée à l'énergie qui est en train de nous perdre, parce qu'on a tout fondé sur l'énergie. Même nous, en bio, on a tout fondé sur l'énergie. Nos tracteurs, nos modes de conservation, nos séchoirs, nos magasins, nos plateformes de distribution, tout est basé sur l'énergie. Et ça, il faut l'intégrer. Les engrais qui ont permis d'avoir des productivités énormes. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Avant, un homme cultivait 1 hectare et il avait un rendement de 10 quintaux. Aujourd'hui, le seul même bonhomme équipé, il peut cultiver 200 hectares à 100 quintaux. Regardez un peu la différence. Là, il faut réfléchir. Tout ça, c'est lié à l'énergie. Alors, c'est pas moi qui invente, mais c'est dans notre esprit. Il faut changer la chose. Et vous avez vu qu'en plus, il y a les enjeux de l'eau à côté, quoi. Donc, le changement, il n'est pas bio, mais comment on va s'y prendre? En tout cas, le bio, et je l'ai dit tout à l'heure en ce qui me concerne, j'estime que c'est le moins pire des cahiers des charges. Il est surveillé, honnête, et il est européen. Alors aujourd'hui, qu'on me montre qu'il y a mieux. Alors, je crois qu'Olivier, tu as ton droit de réponse, puisque qu'est-ce que tu as à dire sur ce que Éric vient de nous expliquer? Moi, je suis très à l'aise sur l'ensemble de ces sujets. Comment j'attaque? Je vais commencer par la biodiversité, pour faire avec ce voisin. Si je me réfère par exemple à ce que j'ai chez moi, plus de 30 km de haies. Je suis un petit terrain d'études avec la LPO. Régulièrement, quand ils changent d'études, ils viennent faire un tour chez moi. Dernièrement, c'était pour les batraciens. Il y a 2 ans, ils cherchaient des petits neufs. Donc, j'ai une compagnie dans une de mes caves.
Et puis j'avais accompagné un projet avec les groupes de développement de la Sarthe qui s'était appelé Agrifaune, où on avait mesuré avec un ensemble d'opérateurs du territoire, et la paramètre dedans, c'est un exemple, mais où on avait mesuré l'impact des insectes auxiliaires pour l'intérêt de nos cultures. Et on a sensibilisé les agriculteurs à ce sujet-là, et au fait de tout raser à blanc était, c'était pas ce qui était fait, puisqu'il y avait encore, on a observé une diversité encore riche, certainement moins qu'hier, mais encore riche, et on a sensibilisé des centaines d'agriculteurs à l'intérêt de ce que tu as apporté aujourd'hui, qui est de s'appuyer sur le vivant pour continuer à produire et de faire non pas du sol un support, la notion tout à l'heure de hors-sol que tu as abordé, mais la notion du sol vivant, du sol qui nourrit les plantes. Et c'est quelque chose sur lequel, moi personnellement, j'ai été plutôt porteur et apporteur à travers les groupes de développement. Je pense qu'il y a 10 ans, quand j'ai porté ça, il y a 10 ans, je n'aurais pas été président de Chambre d'agriculture. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui étais candidat à la Chambre d'agriculture, c'est mes collègues agriculteurs, conventionnels et bio, qui ont estimé que cette optimisation du vivant, que ce soit sur le sol, que ce soit sur l'animal, était une bonne voie et une voie qu'on devait développer. Et ça passe par la formation. En Sarthe, on a été, à l'échelle des Pays de la Loire, les premiers à lancer des formations sur la santé animale. On a démarré avec tout ce que vous connaissez vous-même aussi, tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est aromathérapie, huile essentielle. On est allé jusqu'à l'acupuncture. Dernièrement, on était sur le shiatsu. On a fait des choses comme ça. Je reçois des mails de certaines personnes qui me disent « Vous êtes fous, c'est quoi cette histoire-là? C'est pas scientifique, etc. » Voilà, ça, c'est pour vous dire aussi dans quel élément moi je travaille et j'accompagne. D'accord? Donc à un moment, on était hier, effectivement, et je te rejoins, avec rien n'était cher. Rien n'était tellement pas cher, que ce soit l'énergie, que ce soit les intrants. Et nos produits sont devenus tellement pas chers qu'ils étaient jetables. Et quand on a réattaqué aussi l'accompagnement, et je sais qu'on l'a fait en Sarthe aussi avec le GAB, l'accompagnement des cantines, la première action qu'on a fait dans les cantines par exemple, c'était d'arrêter de jeter. Voilà, première économie, arrêtons de jeter. Et là, moi je ne suis pas du monde bio, enfin voilà, il y a aussi un bon sens qu'on doit apporter là, et on a commencé par ça, ne pas gaspiller. Et puis, à partir du moment où on a commencé à ne pas gaspiller, et bien, finalement, on a réussi aussi à influencer nos collectivités à investir l'économie qu'ils faisaient en moins gaspillant, en allant vers des meilleurs produits. Et puis là, je vais arriver à Egalim, où finalement, eh bien, il y a eu un projet de loi qui était d'amener les collectivités à 20% de bio dans nos cantines. On en est loin. On y a tous mis de l'énergie, on en est loin, on est plutôt à 6 centimes. Pourtant, on a des bons exemples, y compris en Sarthe, avec des cantines qui sont à 25, 30, 35% de produits bio. Donc, pourquoi on en est loin de la Egalim? Parce que je crois qu'il faut qu'on se convainque tous d'y aller. Moi, pour être moi-même apporteur parfois, il faut un cuisinier qui a envie de parfois acheter du légume et de le préparer, et non pas de l'acheter en 4e gamme surgelé, prêt à mettre dans une casserole. Il faut un gestionnaire qui soit prêt aussi à réinvestir peut-être les économies qu'il a fait et non pas s'en servir pour faire autre chose. Il a fallu parfois remettre des salades bar. Enfin, vous voyez, je crois que c'est une approche vraiment globale. Tout ce qu'on vient d'aborder, cette société de choses pas chères grâce à l'énergie, hein, c'est le pétrole qui est derrière tout ça, effectivement. Eh bien, il est en train de complètement bouger. Il nous a amené à aller de travers et on est en train de bouger tout ça. L'aspect, en chambre d'agriculture, on a été aussi très accompagnateur de cette période de développement de la bio. Là aussi, en partenariat souvent avec l'interview, j'ai dit tout à l'heure, avec les GAB. En Sarthe, on fait les formations à la conversion. Quand un jeune peut s'installer, une fois c'est le GAB qui fait cette formation, une fois c'est nous. Ça veut dire que si quelqu'un nous appelle et c'est le tour du GAB, c'est le GAB qui va faire cette formation. On a cette entente et cette intelligence, et on a contribué en Sarthe à passer de 5 à 10 nouveaux agriculteurs en bio, les jeunes installés en bio. On est monté jusqu'à 30 en 2020, grâce à cette incitation, avec tout un accompagnement aussi technique. On a aussi eu en conversion des agriculteurs conventionnels
on est monté jusqu'à une quarantaine par an là, ces dernières années en agriculture conventionnelle qu'on a accompagné, là aussi pas tout seul, mais on avait largement notre part sur ces sujets-là. Et puis, pour faire tout ce qu'on dit et faire changer nos habitudes, mais c'est valable pour chacun d'entre nous chez nous, hein. Eh bien, à un moment, il faut aussi de la formation, de l'information, peut-être du test, du test de l'expérimentation, c'est ce que je peux faire en termes expérimental. Un dernier mot sur peut-être la notion de label, pour dire par exemple sur l'HVE, je trouve qu'on est focalisé sur l'HVE. En Sarthe, ça, à ma connaissance, et je vais avoir les chiffres PAC très bientôt, on a très peu d'agriculteurs certifiés HVE. Ils ont accès à la PAC sans être en bio et sans être en HVE. Et je pense que dans nos magasins, aujourd'hui, c'est la plupart des labels que tu as montrés qui sont notre vraie concurrence. À part le vin, un peu de fruits et légumes quand même en HVE. Alors c'est peut-être le truc de demain, hein, d'accord? Moi j'étais beaucoup plus inquiet de trouver des légumes zéro pesticide en tête de gondole, en rayon, où il n'y a pas de label, il n'y a pas de contrôle, c'est privé, etc., que finalement un HVE qui n'est pas encore là. Il y a un débat, hein, on peut en discuter, mais l'inquiétude, il est quand même sur la véracité. Deux choses pour terminer, parce que voilà. J'ai deux choses. Peut-être qu'il faut quand même, dans mon engagement, parce que on a mon engagement, on a une urgence environnementale. Le réchauffement climatique, les chambres d'agriculture en ont fait leur cheval de bataille depuis 3 ans d'accompagnement au changement climatique. L'accompagnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'adaptation de nos systèmes, quand les agriculteurs de demain continuent à l'être, agriculteurs, et de atténuation. Comment nous-mêmes on peut participer au stockage carbone dans les sols, au stockage carbone dans les arbres. C'est pas un sujet facile ça, dans le monde agricole aussi, parce que l'arbre, c'est pas tout le planter, il faut le valoriser, il faut l'utiliser. C'est une source d'énergie, ça a toujours été une source d'énergie. Donc voilà, il y a tout ça à regarder. Donc c'est vraiment une approche globale qu'on a pris à bras-le-corps. Cette urgence environnementale, on a deux solutions. Effectivement, soit notre objectif il est européen, c'est les 18% et 25%, on va continuer à s'étriper. Je pense qu'il y a plus d'urgence que ça. Moi, mon engagement, c'est pour que demain, 80% des agriculteurs améliorent leurs pratiques. 80% de l'agriculture regarde franchement son impact sur la qualité de l'eau, sur la qualité du produit. Et je pense que comme ça, on aura un impact environnemental plus rapide et plus fort. Dans le même temps, et c'est pas moi qui vous dire l'inverse, si on peut aller vers plus de bio, c'est formidable. Ce qu'on vient de vivre là, moi aujourd'hui, quand même, depuis 5 ans, on a accompagné des jeunes à la conversion, qui aujourd'hui, on a dit du porc tout à l'heure. J'étais avec un jeune en porc la semaine dernière, il a démarré il y a 2 ans, avec un cahier des charges, des courettes. Enfin, c'est un cahier des charges contraignant, je crois qu'il faut le dire, c'est là-dessus que je finirai. Il a investi 800 000 € pour faire du porc, dans des bonnes conditions, parce que tu l'as dit, hein, dans des bonnes conditions. C'est peut-être des sommes énormes à voir, mais ceci dit, on a aussi, voilà, il y avait un besoin de porc bio, on l'a vécu depuis, je pense que Biocop était concerné aussi, on avait du mal à se fournir en porc bio. Le recul du porc bio aujourd'hui, il est en vraie difficulté financière. Si jamais il voulait faire demi-tour, alors demi-tour, il a 2 options. C'est réinvestir 400 000 € pour revenir en conventionnel, mais c'est pas son souhait, il n'est pas démarré pour être en bio. Donc notre enjeu à nous aujourd'hui, c'est que la filière se redresse, que la bio se redresse. Et je finirai là-dessus parce que ce jeune, il doit avoir le prix quand même qu'on lui a promis, enfin à un moment, pas qu'on lui a promis, mais dont il a besoin aussi, hein, pour ce cahier des charges. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui, et tu l'as abordé Frédéric, de se retrousser les manches, parce que ce label, il faut qu'on le vende, il faut qu'on le vante. C'est pas normal que dans les statistiques de l'agence bio aujourd'hui, 17%, c'est le label qui a perdu le plus de confiance, 17% de perte de confiance du consommateur. Donc, moi je veux bien qu'on continue à taper sur les autres labels. D'accord, on peut le faire, il faut sûrement le faire un petit peu. Mais quand je vends mon fromage à moi, c'est pas en disant que celui de mon voisin n'est pas bon. Le mien il est super. Le mien il est super bon. D'accord. Et pourquoi il est bon? Parce qu'il est à l'herbe, parce que c'est de la vache normande, parce qu'il est fait bêtement avec une cuve, enfin je sais pas, ouais, avec du lait entier, vous voyez. Et moi je pense qu'il est grand temps que ce débat là, du label, il est vrai, hein, on ne va pas l'occulter. Il est grand temps qu'on se trouve son manche, et c'est ce qu'on fait à l'interview, c'est ce qu'on fait quand on va à l'agence bio aujourd'hui, avec vous avez parlé du budget, une partie du budget, il y a la communication, vous avez cité là, les 60 millions, c'est une aide à l'agriculture et aux filières, il y a 3,5 millions, pour moi c'est pas assez, il aurait mieux fait d'avoir 10 millions de moins sur la partie accompagnement des filières presque,
parce qu'il est urgent que le label AB retrouve sa confiance, retrouve son consommateur. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille. Et pour moi, il n'y a pas cette... Je ne vis pas les choses de la même façon. Et là où je suis, je sais, je mesure l'impact que je peux avoir, y compris auprès de mes collègues conventionnels, mais tout ça, ce débat-là, on peut l'avoir entre filières consommateurs et puis entre consommateurs, hein, parce qu'il faut aussi embarquer demain un certain nombre de consommateurs. On voit ce que c'est quand les consommateurs reculent. Bon, je pourrais y passer des heures, mais merci pour votre question. Merci Olivier, mais j'en viens à ma question politique. Quel est le rôle du politique là-dedans? Parce qu'on voit dans un organisme comme la SIAC... Notre problème politique, alors je ne sais pas où tu veux aller sur le problème politique. Si je joins à Egalim a encouragé des filières complètes à s'organiser pour fournir la reste collective en leur promettant finalement un marché qui allait vraiment progresser. Le politique, il a dit 20% à Egalim, il n'a pas mis de contraintes, il n'a pas mis d'amende à ceux qui n'y vont pas, et finalement, c'était une promesse qui est non tenue. C'est un exemple, je ne suis pas sûr qu'au ministère de l'Agriculture, il soit à 20% en bio. Donc à un moment, il y a ce politique-là, si tu veux emmener là-dessus, à un moment, c'est pas tout de dire. Ouais, il faut aussi faire. Aujourd'hui, dans ce que je peux porter, moi, en agriculture, y compris dans l'innovation, dans l'énergie, il y a un moment, j'ai aussi mis en place chez moi, parce que quand je suis en agriculture, c'est parce que je suis quand même une interface entre l'État et les collectivités et les agriculteurs, eh bien, y compris face à des maires, je leur pose des questions. Comment vous fournissez en énergie? Vous voulez pas alors je vais faire exprès les provocateurs, vous voulez pas d'éoliennes, ok, mais vous faites quoi? Vous faites comment? Vous voulez une centrale nucléaire auprès de chez vous? Enfin, ouais. Donc à un moment, c'est le pouvoir politique, il doit aussi assumer ce qu'il peut faire, à chacun de nous d'assumer ce qu'il peut faire aussi. Alors, je sais pas si vous voulez m'emmener là-dessus, je précise, mais pour moi, le pouvoir politique, à un moment, c'est aussi de lui dire d'assumer aussi ce qu'il veut nous vendre, parce qu'en ce moment, y compris, je travaille avec la région, par exemple, tout le monde se dit relativement écologiste, sauf qu'à un moment, il y a des choix effectivement politiques qui doivent être faits, et j'essaie de m'appliquer ça, moi aussi, dans mon application politique ou dans mon agricole. Merci. Le dernier chapitre que nous allons aborder, c'est le problème de la transmission, parce que transmettre une ferme, c'est très bien, mais encore faut-il qu'elle reste bio. Toi, Éric, tu es en pleine transmission. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? Ben, je leur ai dit, si vous ne mettez pas en bio, je mets le feu à la ferme. Alors, ça se passe bien. Au départ, on souhaitait évidemment transmettre notre ferme en bio. Mais au moment de transmettre, on fait un appel à candidature par le biais de RPI, Chambre d'agriculture, registre par installation. Et puis, on ne sait pas sur qui on va tomber en fait. On n'est pas nécessairement sur des gens qui ont la fibre bio. Par contre, nous, on l'avait et ça nous gênait. On a eu le premier candidat, c'était pas machin. Et puis très vite, il y en a eu un autre qui s'est positionné. Et bon, c'était le bon. Alors, c'est peut-être la chance, les planètes étaient alignées, je ne sais pas, mais en tout cas, on y tenait. Et je pense qu'on n'aurait pas transmis si ce n'était pas en bio, parce que notre histoire est telle qu'on a été sollicité par des voisins qui voulaient agrandir leur ferme, ou qui, bizarrement, d'un système intensif, voulaient reprendre la ferme pour faire du fromage de chèvre, parce que ça paraissait pas si mal que ça. Donc ça, on n'a pas voulu. On préférait planter des arbres que plutôt... Hein, c'est ça un peu la réponse. On préférait planter des arbres que refiler ça à l'intensif. Clair. Je vais réagir parce que du coup, moi j'étais un peu dans la même situation que mes parents. On était venus exactement à la même conclusion. C'est-à-dire que si c'était pas repris ou pas repris en bio, si je ne le reprenais pas, on allait planter des arbres. Ouais. Enfin, c'est inimaginable vu les efforts que ça coûte. Et puis quand même l'amour du travail qu'on y met, de penser qu'une terre qu'on a réussi à protéger pendant toute une carrière de produits chimiques va se retrouver arrosée du jour au lendemain à la transmission de la ferme. Enfin, c'est un non-sens total, quoi. Donc oui, je pense que... Enfin, voilà, Oui, je souhaitais rajouter un truc, parce que là, on est quand même aussi dans une période, on a positivé, il faut positiver à fond.
Et malheureusement, il y en a beaucoup qui vont faire de la déconversion. Imaginez des gens qui étaient complètement pris dans la politique du bio, c'est leur cœur, ils ont mis leur ferme en bio, ils vont être obligés de se déconvertir parce qu'ils n'y arriveront pas économiquement. Imaginez. Hein? Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Il va y en avoir un paquet. Plutôt que si on avait étudié un peu le truc, si on avait un peu plafonné les aides à la conversion, parce qu'il y a eu beaucoup d'opportunisme ces dernières années. Seulement, encore une fois, on parle de politique, on ne va pas entendre parler, n'empêche que les plafonnements ne sont pas souhaités par la FNSEA. Or, nous les demandons depuis longtemps, que ce soit au niveau de toutes les primes. Il faut plafonner, on fait n'importe quoi, on va trop vite. Les dernières années, on a eu des grosses fermes qui se sont converties par opportunisme. Ils vont faire quoi? Ils vont se déconvertir. Ils s'en foutent, de toute façon, ils viennent de passer un accord pour ne pas avoir remboursé les primes qu'ils ont eues. Alors qu'avant, il fallait rembourser. C'est bien vu, non? Attends, oui. Sur les plafonnements, j'y étais, donc je peux te garantir qu'on a porté le plafonnement depuis longtemps, voire même, je suis désolé, dans certaines situations. Il n'y a pas de plafonnement. Dans certaines vous voulez refuser. C'est voté. Non, c'est ce que tu veux que je te dise, moi. Tu dis ce que tu veux. Je peux te dire, je l'ai porté moi-même au ministère, donc si tu veux, à partir de là. Le problème que j'avais moi d'une période, c'est que tout le monde n'était pas d'accord de plafonner la bio, puisqu'il fallait laisser partir en bio tout le monde. Donc à un moment, nous on était parmi ceux qui disaient, en région parisienne, ben oui, en région parisienne, ils ont des sous qui viennent d'ailleurs, et qui viennent d'une région qui a des sous, d'accord? On a des agriculteurs qui ont touché, pour passer en bio, entre 60 et 70 000 euros par an pendant 5 ans. Quand en Pays de la Loire, on a plafonné, et j'y étais. Donc nous, on était, et aujourd'hui, j'ai même milité pour qu'on plafonne au national, et on ne l'a pas obtenu. Donc, on ne l'a pas obtenu, mais je peux dire, mais on n'est pas tenu à la course, parce que je te redis, il y a des gens qui ne sont pas d'accord qu'on plafonne, puisqu'il faut absolument que les gens se convertissent. Sauf quand vous donnez des sommes pareilles à un agriculteur, il ne faut pas qu'il se pose de questions, il a raison d'y aller. Sauf que quand la conjoncture se retourne, bah, il est capable de faire autre chose. Voilà. Nous, on a toujours milité en Pays de la Loire, et je l'ai porté au national, je l'ai porté moi-même au national, d'accord, que c'était déraisonnable que de donner des sommes pareilles à la conversion. Donc on a des convergences. Maintenant, il ne faut pas non plus penser que tout ce qui se passe au national est complètement... on a la plume. Sinon, je peux te garantir qu'on l'aurait, cette conversion nationale, dans une fourchette avec laquelle on était d'accord, a priori, qui était de l'ordre de 15 à 20 000 euros par exploitation et par an, ce qui assurait à la fois un encouragement. Voilà. Donc, des sujets comme ça, on peut le porter. Je ne veux pas qu'on rentre complètement là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut quand même qu'on ait, derrière tout ça, il faut aussi qu'on ait des consommateurs, des agriculteurs en ville. Le côté, la musique aussi, l'agriculture, on n'en vit pas. Je suis aussi bien placé pour vous dire que dans tous les systèmes, y compris en bio, on avait il y a 3 ans déjà certains agriculteurs bio en difficulté, comme on avait des conventionnels. Je suis référent agriculteur en difficulté pour la Chambre d'agriculture, d'accord? On a aujourd'hui à la jeunesse des intensifs qui gagnent leur vie, d'accord? Ok? Et on a des extensifs qui tirent la langue, et on a des extensifs qui gagnent autant que des intensifs. Aujourd'hui, la formation, je vais revenir à ça, c'est qu'à un moment on a des écarts types. On a des agriculteurs qui doivent à nouveau monter en compétence, parce que quand on veut magnifier le vivant, c'est comme quand on veut un peu se soigner par soi-même et pas aller systématiquement à l'antibiotique, eh bien il faut bien se connaître, il faut connaître son sol, connaître ses animaux. Et on a des agriculteurs, et l'enjeu de la formation, dans les lycées, dans les écoles, traite avant que ce soit malade, eh bien c'est ce qui était enseigné à 20 ans. Aujourd'hui, il faut bien connaître sa plante, sa maladie, et pourquoi pas les auxiliaires avant. Aujourd'hui, on a des seuils de déclenchement d'antipucerons, par exemple, voilà, qui attendaient de compter les coccinelles, etc. On a retardé ça, complètement. On a sur les limaces, j'étais avec des gars cette semaine, on a plein de systèmes alternatifs. C'est juste qu'à un moment, c'est l'agriculteur qui doit le décider, c'est l'agriculteur qui doit le déclencher, et c'est pas le docteur conseiller d'une firme qui vient et ça ne sera pas un conseiller chambre d'agriculture, nous ne vend pas, mais qui sera au chevet, parce que c'est l'agriculteur qui devra décider ça, et soigner son sol, etc. Et là, ça passe par de la formation et de l'assurance, et je vous promets que je participe à ça. Ok. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive
un peu à la fin de cette table ronde, même si j'ai encore plein de questions à poser, mais je voudrais qu'on laisse le temps à la salle de poser ses questions. Je ne sais pas si on a répondu à la question, faut-il continuer ou non à manger bio, et pourquoi et pourquoi. Enfin, ça, vous ferez votre opinion, je crois que l'opinion est faite. Si on est là, c'est qu'il y a une raison. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Ils sont là pour vous répondre. Ouais. Bonsoir messieurs, merci pour ce que vous faites. Ce que j'ai à dire, c'est que manger bio, c'est pas non plus une fantaisie de ma part, mais c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que la santé de l'être humain ne supporte pas de manger des produits chimiques, des pesticides. Et donc, pour moi, il n'y a pas de transition, enfin il faut une rigueur incroyable sur cette culture. Et s'accommoder de ci, de là, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, oui, tout ça c'est très bien. Non. C'est votre santé en premier lieu, la nôtre également, qui est en cause. Pour compléter ce que vient de dire Geneviève, la santé est bien sûr primordiale, mais il ne faut pas oublier, ça a été dit au travers des discussions, hein. Il y a la santé de la planète, parce que c'est quand même sur la planète que nous vivons, et nous vivons grâce à ce qui est fait sur cette planète. Et malheureusement aujourd'hui, d'une manière générale, on est obligé de constater qu'on est en train de la détruire, la planète. Alors, c'est certain, moi je suis un absolu convaincu du bio. Il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour convaincre le consommateur que c'est la seule voie, et c'est inéluctable. Sinon, on va dans le mur. Est-ce qu'il ne faut pas aussi démythifier ou démystifier, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, le bio, parce que c'est quand même dans l'esprit, il est généralement admis que le bio, c'est réservé à des gens de gauche qui sont bien à l'aise, qui habitent dans ces arrondissements, les bobos, comme on dit. Est-ce qu'il ne faut pas démythifier tout ça? Vous dites, madame? Ils s'y intéressent ou s'y mettent. Les personnes, quand elles sont malades, bon, il est trop tard. Donc, c'est d'abord, beaucoup y vont pour une question de personnel. Mais moi, par exemple, mes parents étaient dans la bio, et c'était d'abord soigner la planète, et nous aussi en même temps. Enfin, beaucoup disent, je consomme bio pour ma santé. Moi, je consomme bio pour la santé de la planète, comme disait le monsieur, et puis pour ma santé, et puis la santé de tout le monde, quoi. Mais c'est vrai qu'on voit des gens qui viennent d'abord que pour eux, parce qu'ils ont un petit bobo, et puis quand ce bobo-là il est guéri, on ne les revoit pas, ou alors, s'ils ont pris conscience, on les retrouve, et puis ça, c'est intéressant. On ne parlait pas des mêmes bobos, je crois. Il y a bobo et bobo. Alors, je ne sais pas, messieurs, est-ce que vous avez une idée, vous, comment faire pour que le prix soit plus en frein et que la méfiance soit plus en frein? Vous avez une idée? Oh, pardon, excusez-moi, je voulais prendre la parole parce que nous nous sommes présentés tout à l'heure, nous sommes des animateurs culinaires en partenariat avec le Biocoop et nous démontrons chaque mois qu'on peut cuisiner sain pour 3 fois rien. Ça veut dire qu'on parle du règne animal, du respect de la terre, du respect de l'animal, du respect du cultivateur, parce qu'il est le premier malade quand il met des pesticides. Donc on explique à nos populations avec lesquelles on fait des ateliers en quoi c'est nécessaire de manger bio. Hippocrate disait que ta nourriture soit ton médicament. Il avait raison. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont de moins en moins de revenus pour manger. Et on peut, alors effectivement, il y a la viande, mais la viande, il faut qu'elle soit de qualité. On peut manger moins de viande, moins de poisson, manger des légumineuses et des céréales pour avoir les protéines. C'est tout ça qu'on doit faire aujourd'hui, et on s'aperçoit que malheureusement la société de consommation fait que moi je ferme les yeux quand je passe devant le McDo parce que j'ai envie de leur dire bonjour monsieur cancer, parce que ça finira comme ça, ou problème cardiovasculaire, mais c'est un choix de société qu'on veut. Alors aujourd'hui, moi j'ai confiance parce que les jeunes, j'en vois de plus en plus dans les Biocoop, et je me dis, ils s'intéressent à la santé de leurs enfants d'abord, et puis la leur ensuite.
Mais quand on va acheter à Biocop, j'ai eu aussi, pas longtemps, en tant que membre du conseil de surveillance, un client qui disait oui, ils ont augmenté les prix. Ben oui, mais il faut que tout le monde vive. Il faut aussi qu'on fasse un choix d'accepter l'augmentation, bien qu'elle soit légère par rapport aux grandes surfaces, et puis qu'on mange différemment. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à changer les choses en démontrant chaque jour qu'on peut cuisiner autrement et bio. Voilà ce que je voulais dire. Merci madame. Quelqu'un veut réagir? Oui, dis donc papa, là, pourquoi tous nos canards ils crèvent? Et le petit gars qui dit à son père, bah dis c'est de la faute aux oiseaux migrateurs. Bah dis, il n'y a qu'à tous les flinguer. Non, 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 on va les vacciner, ça profitera au laboratoire. Ça se termine, on va peut-être dire aux petits-enfants que les oiseaux, ils étaient là avant les grands garantaules. C'est à nous aussi d'éduquer un peu tous les petits. Oui, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a 600 millions d'oiseaux qui ont disparu en Europe en quelques années. Pour se poser de comment valoriser, je pense qu'il y a un grand rôle aussi au sein de la formation des enfants, de faire de la pédagogie dans les écoles. Aujourd'hui, on se rend compte que les sciences et vie de la Terre sont réduites de façon conséquente aussi. C'est un des enjeux majeurs aussi pour qu'on puisse élever nos enfants avec cette conscience-là. Un autre sujet, c'est la démocratisation. Alors voilà, la question du prix, qui est un sujet sensible, c'est aussi de défendre et mettre en avant le système de valeurs. Parce que oui, un produit bio est plus cher qu'un produit conventionnel. Mais pourquoi? Et c'était aussi l'objet de la comparaison avec HVE. C'est pour montrer que derrière, il y a un cahier des charges, des contraintes qui vont loin et qui doivent justifier ce prix-là. Et malheureusement, aujourd'hui encore, l'agence bio l'a montré récemment dans son baromètre, il y a une défiance qui est due à cette méconnaissance. Donc c'est aussi à Biocop, aux citoyens, de réaffirmer ces engagements-là. Merci. Ce que je voulais ajouter, et que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que si le client ou le consommateur que nous sommes a le droit d'exiger de manger sain et bon, il est aussi exigeant que l'agriculteur qui cultive propre gagne sa vie correctement. Eric, tu veux réagir? Oui, je voulais dire si tant est qu'il y ait une petite avance sur les enjeux futurs, notamment par rapport à l'énergie, les circuits de distribution vont devenir très compliqués et le circuit court, privilégié par le Biocop par exemple, ou les marchés, la vente sur les marchés, on a déjà un peu d'avance là-dessus, quoi. Moi, je voulais rebondir sur le monsieur qui a parlé des canards. En ce moment, dans la Sarthe, on peut aussi, en tant que consommateur, participer aux combats qui peuvent avoir lieu pour défendre l'environnement. À Trangé, à côté d'ici, il y a un projet d'élevage de canards à 18 000 canards, 70 000 par an, sur une pente qui va vers un cours d'eau qui est à 150 mètres à peu près du futur canardier, et pente qui est irriguée par des sources. Et il y aura une fosse à lisier ammoniaquée de 1800 mètres cubes. Si elle déborde un peu, je ne dis pas les dégâts, et le ruisseau alimente le plan d'eau de la Milesse. Et dimanche prochain, les gens du coin et les autres qui veulent essayer d'empêcher cette construction, qui pour l'instant a le permis de construire par le maire de Trangé, le seul maire du secteur qui avait voulu faire ça. Il y aura une marche qui commencera à 9h30 à la mairie de Trangé, dimanche matin, et qui ira vers la Milesse en passant par l'endroit du futur canardier. C'est un peu bizarre ce nom de canardier, ça fait un peu penser à des fusils. Ça donne une question tout en haut. Merci. Oui, et je pense que effectivement c'est bien de manger bio, tout ça, mais les gens qui sont maintenant je suis à la retraite, hein, mais en activité, vous avez des gamins, vous occupez, vous avez des charges, c'est pas facile, c'est plus facile d'acheter un plat tout préfet dans un magasin. Donc effectivement, comme madame le disait, réapprendre aux gens à cuisiner, c'est bien. Quand vous êtes en activité, ça va pas le faire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à voir le jour. Hein.
Donc, je pense qu'il y a un boulot à faire, c'est sur l'école. Inciter les maires à avoir un certain pourcentage de nourriture bio dans les cantines et faire des démarches pédagogiques à l'école pour... en fait, c'est les jeunes, c'est les tout jeunes qu'il faut attraper et convaincre sur le bien-être animal, le bien-être de la santé en général, et tous les intervenants et de nous-mêmes, le bien-être de la planète, tout ça, toutes ces choses-là. Les gens qui ont 40, 50 ans, s'ils ne sont pas convaincus aujourd'hui, ils ne seront pas demain. C'est mort. Donc je pense que c'est les tout jeunes qu'il faut attraper. Alors après, comment procéder, tout ça, j'ai pas la réponse. Hein. Mais c'est dans le réapprentissage de savoir cuisiner quelque chose, apprendre à un gamin à faire une petite recette, c'est amusant, c'est ludique, et il arrivera à convaincre petit à petit ses parents d'aller acheter 2-3 petites choses en bio, en vrac par exemple, pour faire sa petite préparation qu'il aura appris à l'école. Mais je ne sais pas comment on peut procéder, mais je crois plutôt que c'est dans notre jeunesse qu'il faut rééduquer. Moi j'ai connu gamin, mes parents qui faisaient leur jardin, qui faisaient leur cuisine, mais aujourd'hui dans la cuisine, parce que ma mère ne travaillait pas. La génération, c'était souvent comme ça. Aujourd'hui, le mari et la femme travaillent, c'est pas facile hein, pour faire la cuisine. C'est du boulot. Donc, je crois plutôt à la jeunesse. Vous avez raison, monsieur, il faut s'adresser aux plus jeunes. Et il y a un outil dans la Sarthe qui existe, qui s'appelle les communes SEPT en bio. C'est un outil qui a été créé par la SIAP, dont je vous parlais tout à l'heure, et la SIAP vient en aide aux maires qui décident d'installer un maraîcher ou un agriculteur sur leur commune pour pouvoir produire des légumes pour la cantine et que tout soit bio. Donc l'outil existe et il y a des communes qui sont très actives dans ce domaine-là. Il y a Télocher et Comois notamment. Et donc les choses bougent. C'est pour ça que quand je parlais de politique tout à l'heure, c'était pas au niveau parti politique. Et c'est quand on voit des intentions comme ceux de maires de certaines communes qui sont décidées, déterminées et à installer un producteur et à faire en sorte que la cantine soit bio. Donc il y a des choses qui sont en marche. Éric, tu veux dire ? Oui, alors moi c'est un truc qui m'est cher, parce que je l'ai porté au sein des réseaux CIVAB. On a été pendant 10 ans ferme pédagogique. Donc on accueillait les enfants pour parler de l'histoire de l'agriculture et montrer ce qu'on fait, le cheminement de notre ferme. Voilà. Bon. Et je trouve que c'est essentiel quand même qu'à l'école, les enfants ils aient une idée de comment on fabrique ce qu'on mange, quoi. C'est complètement dingue que ce ne soit pas une matière essentielle. Mais il faut qu'on réclame ça tous ensemble. C'est essentiel. La deuxième truc que j'ai envie de dire par rapport au monsieur qui a dit que les gens n'avaient pas le temps, ça c'est un fait et ça commence à faire depuis un moment. Mais moi je vois un truc qui est en train de changer, c'est qu'on vient de nous dire qu'on va travailler plus longtemps. Donc pour moi, c'est-à-dire on va travailler moins. Et j'ai beaucoup d'espoir pour que les gens puissent s'organiser différemment. Voilà. La société est en train de changer. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question ? Je ne sais pas si on peut encore poser une question. Ah oui, il y en a encore deux. Oui. Bon, Jean-Marie Gagnon, maraîchage bio. J'ai reçu il y a 10 jours une école, les mômes de primaire, enfin CP, C1, C2. 48 gamins, ils étaient passionnés. Ils voulaient goûter à tout. Ils sont curieux. Bon voilà, ça marche. Il faut les écoles comme ça. Quand l'école, il faut qu'elle sorte de sa classe. Il faut qu'elle aille dans les exploitations, qu'elle aille dans la nature. Et c'est beaucoup plus profitable pour eux et ça percute. Moi, je voulais revenir à ce que disait Eric, la part, le budget de la bouffe alimentaire a chuté. Mais c'est pour justement profiter d'autre chose, hein, pour aller consommer ailleurs. Et moi, ça fait peu de temps que je suis presque à l'aise par rapport au prix que je pratique. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est de trouver le juste prix pour pouvoir vivre décemment de son boulot, pouvoir rémunérer correctement les gens que l'on emploie, parce qu'il y a un boulot monstre derrière. Derrière le prix d'un légume, il y a beaucoup de boulot. Et on est concurrencé par des gens qui bossent comme des esclaves. Parce que bon, les légumes, les fruits et légumes viennent souvent du Maghreb, des gens qui travaillent dans des conditions minables, au détriment social, au détriment de l'environnement.
Et là, par rapport à ça, on a vraiment des clients qui ont compris, qui sont volontaires, et c'est vraiment cette démarche-là qui peut nous aider, parce que sinon, ça va être difficile. C'est des choix qu'il faut faire. Et quand tu as cuisiné, moi je pense que c'est possible, c'est du boulot, ça peut être intéressant, mais c'est ça, c'est la société, peut-être qu'elle change, parce que je pense que si on consacre un peu moins de temps derrière un écran, on consacre un peu plus de temps à préparer à manger et à cuisiner et manger ensemble. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai une question pour nos 3 producteurs. Si en une phrase, vous deviez convaincre un conventionnel de passer en bio, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, personnellement, je suis passé en bio presque parce que ça me simplifiait la vie. Vous développez si vous voulez, hein, mais je peux développer si vous voulez, mais à un moment, j'ai moins de tracasseries. Malgré le cahier des charges et le label sur lequel je suis contrôlé, c'est normal, j'ai moins de tracasseries. J'ai pas cette tracasserie du pulvérisateur à sortir. J'ai pas cette tracasserie à un moment, je dois faire avec ce que j'ai le mieux. Je suis très autonome. Je suis très indépendant d'achats extérieurs. Aujourd'hui, mon vrai problème, moi, c'est l'énergie. L'énergie, n'empêche que j'ai des toits en solaire. Ça y est, j'ai un tracker en autoconsommation. On dégonfle, on gonfle nos pneus, on mesure nos pas. Simplicité pour un peu. Et c'est pas comme ça qu'ils veulent l'entendre. Pour lui, c'est compliqué d'être en bio. Moi, je vais dire c'est simple. Ouais, moi, je dirais quelque chose comme on fait un métier avec du vivant, c'est retrouver sa place au sein du vivant, quelque part. Parce que je pense que beaucoup d'agriculteurs conventionnels sont passionnés par le rendement, l'aspect technique, utiliser le bon produit à tel moment pour rectifier tel problème, que ce soit un insecte, une maladie. Bon, c'est vrai que c'est comme toute technique, hein, on peut s'y passionner sans trop réfléchir en fait aux conséquences de ce qu'on fait. Et en fait, en bio, on peut retrouver ça, en fait, c'est cette passion d'essayer de comprendre comment notre système fonctionne. Chaque terre est différente, chaque parcelle va être différente, ça ne fonctionne pas pareil. Et trouver comment on va produire quelque chose de manière symbiotique avec cette terre. Enfin, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui peuvent être sensibles à ça, parce que malgré tout, on aime tous faire pousser des plantes, produire. Et voilà, je pense qu'on se réunit quand même là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Ah oui, moi, c'était plutôt si tu passes pas en bio, je te crève les pneus. Mais franchement, alors nous, notre petite histoire quand on est passé en bio, c'est qu'on militait à l'époque sur un cahier des charges producteur fermier. Il y avait encore tout un... Bon, on nous avait fait croire qu'au niveau européen, on allait pouvoir modifier les choses et s'identifier plus clairement en tant que producteur fermier. Parce que sur le marché, il y a de tout, n'est-ce pas, sans transparence, bien sûr. Donc j'avais été dit, j'ai réuni les copains qui étaient producteurs fermiers, on a dit on se met autour de la table et qu'est-ce que c'est comme producteur fermier, qu'est-ce qu'on y met comme cahier des charges, comment on se fait contrôler, et ça a accouché d'une souris parce qu'il y a eu les labels poulets fermiers, les cochons labels, le bœuf fermier lui-même qui prétendait qu'ils avaient le super truc du label fermier. Nous, on avait des petits agriculteurs qui faisaient n'importe quoi, mais ils étaient petits, c'était pas mal quand même. Et ça leur suffisait d'être petits pour être qualité fermier. On n'a pas réussi. Et j'ai découvert la bulle à ce moment-là, et je dis finalement, c'est le plus clair. C'est le plus clair par rapport aux consommateurs. Puisqu'en fait, les producteurs fermiers ne veulent pas du tout de transparence pour afficher ce qu'ils font, comment ils s'y prennent, et tout ça. Ça, c'est pas la peine. Voilà. Et ce que je dirais à un collègue agriculteur, et souvent je leur dis, on est bien quand on est en bio. Vous savez qu'ils souffrent, les gars. Quand ils sortent le pulvé, ils se cachent de plus en plus. Ça commence à être mal vu, l'affaire. Hein. Faut pas croire. Hein. Ils souffrent à l'intérieur d'eux. Hein. On les montre du doigt. Hein.
Attention, les gens ne comprennent plus même que le fumier ça pue. Hein. Non mais on en est là. Bon, ils souffrent. L'agriculture bio, on est en paix avec soi et on est dans une démarche d'avenir. Un mini complément à ce que tu viens de dire. Attention, hein, en viticulture, on sort le pulvérisateur. Donc vous pouvez très bien avoir des agriculteurs bio qui sortent le pulvérisateur pour ramener des oligoéléments, pour ramener. Enfin, donc, des fois on tombe dans des pièges comme ça où j'ai eu des appels d'agriculteurs bio qui se sont fait alpaguer parce que voilà. Donc on soigne aussi nos plantes en bio et on soigne aussi nos animaux en bio. Merci. Si j'ai bien compris, le label le plus performant, c'est peut-être pas le mot qu'il faut. On va dire le moins mauvais. Ce serait le label AB. À grande échelle, celui qui permet de rassembler le plus d'opérateurs, d'acteurs, de producteurs et d'avoir de l'impact, oui, c'est l'AB, je pense. Après, il y a des démarches privées qui complémentent et qui apportent des plus-values, comme je l'avais montré tout à l'heure, qui peuvent aller plus loin. Mais pour avoir de l'impact, il faut être nombreux et du coup, le LAB permet ça aussi, c'est de fédérer. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je sens qu'il est le temps. Moi, en guise de conclusion, je voudrais. On a beaucoup parlé de bio, forcément, ça me fait référence à la nature. Et je voudrais citer 2 livres qui m'ont aidé à préparer cette table ronde. C'est celui d'Hartmut Rosa, qui est philosophe allemand, Rendre le monde indisponible pour qu'on n'ait pas tout à portée de main et d'un claquement de doigts. Et puis, dans le même état d'esprit, c'est Baptiste Morisot qui a écrit Manière d'être vivant. C'est magnifique. C'est aussi le philosophe aussi, et c'est un sportif de très haut niveau. Il raconte dans ce livre comment il a recherché les pistes des loups dans le Vercors. C'est époustouflant de beauté. Donc je vous conseille ces 2 livres, plus d'autres qui sont là sur l'écran. N'hésitez pas. Et celui aussi de Les lobbies au menu, ça c'est... Enfin, tout est bien. Voilà, il faut sortir un petit peu de l'agriculture, aller voir ce que disent les philosophes pour nous aider aussi à réfléchir un petit peu. Merci à tous, merci à toutes, merci à nos intervenants, merci aux fenouilles.